Ces 2 jours et demi de repos passèrent très vite. Le vendredi après déjeuner, je me retrouvais à l'école, hurlant les versets coraniques et scandant les mots sur ma planchette à coups de poing. Une mèche de cheveux ornait le côté droit de ma tête. Elle tournoyait aux 4 vents pendant que j'apprenais frénétiquement ma leçon. Mes doigts me faisaient mal à force de cogner sur ma planchette de bois. Chaque élève se livrait à ce jeu avec passion. Le maître somnolait, sa longue baguette à la main. Le bruit, les coups répétés sur les planchettes m'enivraient. J'avais chaud aux joues. Mes tempes bourdonnaient. Une tache de soleil d'un jaune anémique traînait encore sur le mur d'en face. Le maître se réveilla, distribua quelques coups de baguette et se rendormit. La tache de soleil diminuait. Les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes de rafales. La tache de soleil disparut. Le maître ouvrit les yeux, bâilla, distingua au milieu de toutes ces voix celle qui déformait une phrase vénérée, rectifia le mot défectueux et chercha une position confortable pour reprendre son somme. Mais il remarqua que le soleil avait disparu. Il se frotta les yeux, son visage s'éclaira et la baguette nous fit signe de nous rapprocher. Le bruit cessa brusquement. Installés tous contre l'estrade du FQIH, nous chantâmes la première sourate du Coran. Les plus petits comme les plus grands la connaissaient. Nous ne quittions jamais l'école le soir sans la chanter. Le vendredi, nous la faisions suivre de quelques vers de Bnu Achir, consacrés au rituel des ablutions et d'une ou deux prières pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur de nos parents et de nos maîtres morts et vivants. Nous étions heureux quand commençaient ces litanies. Elles signifiaient la fin de nos souffrances, le retour à la maison, la course dans les ruelles humides. Enfin, le maître nous libéra un par un. Avant de partir, nous nous dirigions vers l'estrade pour le saluer une dernière fois et lui baiser la main. Chacun prit ses babouches de dessus une étagère placée à l'entrée de la salle d'école et s'en alla. Il faisait déjà sombre quand j'arrivais à la maison. En attendant le retour de mon père, je mangeais un morceau de pain sec, sortis ma boîte à merveilles et me plongeais dans la contemplation de mes richesses. Le cabochon de verre me fascinait toujours. Je ne cessais de le toucher, de le regarder par transparence, de le serrer avec tendresse contre ma joue. Ma mère alluma une énorme bougie fichée dans un chandelier de cuivre. Ce soir, la chambre de Fatma Bziouya brillait d'un éclat inaccoutumé. Ma mère s'en aperçut. Sans quitter sa place, elle interpella notre voisine. « Fatma, tu célèbres un mariage? Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies ?»« Que dis-tu? Une lampe ?»« Attends, j'arrive. » Ma mère se leva, se dirigea vers la pièce d'en face. Je la suivis. Oh merveille! Au centre du mur, une lampe à pétrole était accrochée. Une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. Une glace, placée derrière, intensifiait la lumière. Nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis. Ma mère dit enfin : « Ta lampe éclaire bien, mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion? Des risques d'incendie? On dit aussi que le pétrole sent très mauvais. » Bziouya risqua timidement. « Je ne crois pas qu'il y ait de danger. Plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes. » Elles en paraissent très satisfaites. « Vous devriez en acheter une. La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. »« Oui, » répondit ma mère en allongeant les lèvres. « Une lampe, certes, éclaire mieux qu'une bougie, mais elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre. » Ma curiosité tomba. Elle me prit la main, me ramena chez nous. Elle ne dit plus rien jusqu'à l'arrivée de papa. Elle prépara le dîner comme à l'ordinaire, disposa la petite table ronde, rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé. Lorsque mon père franchit le seuil de la chambre, je me précipitai pour l'accueillir. Sa face devint rayonnante. Il se baissa, me saisit sous les aisselles et me souleva à la hauteur de son visage. « De devient lourd, cet infidèle. C'est bientôt un homme. »« Non, lui dis-je. Je serai un homme quand j'aurai une belle barbe. » À la saison des pastèques, j'ai eu me frotter les joues avec leur jus. Aucun poil ne me pousse. « Essaie encore la saison prochaine, me dit mon père.
Peut-être obtiendras-tu quelques résultats? Tu auras alors une belle barbe noire. Toi, papa, tu as 2 poils blancs à ta barbe. Je vois que tu vieillis. Non, me dit mon père, non, c'est une simple envie. Il vaut mieux avoir une goutte de lait dans ses poils de barbe qu'une figue ou une grappe de raisin le bout du nez. Cette remarque provoqua chez moi de grands éclats de rire. Le dîner était délicieux, un mets que je préférais entre tous. Des pieds de mouton aux pois chiches. Nous mangâmes copieusement. La table débarrassée, ma mère nous servit du thé à la menthe et parla des menus événements de la journée. Mon père sirotait son thé et répondait rarement. La lumière baissa une seconde. Ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux rouillés. Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité, qu'il en fallait une tous les 3 jours, et que la pièce paraissait lugubre avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Tous les gens bien s'éclairent au pétrole, dit-elle pour conclure. Ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Mes yeux brillaient de curiosité. J'attendais son verdict. J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. Je fus déçu. Sans commentaire, mon père se prépara pour dormir. Je gagnai mon lit. Je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabochon de verre taillé en diamant. Le lendemain, à mon retour du MSID pour le déjeuner, je sautai de joie et de surprise lorsque je découvris, accrochée au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Le matin, Driss le teigneux, en venant chercher un couffin pour les provisions, l'avait tendu à ma mère. Il avait fait emplette en outre d'une bouteille de pétrole et d'un entonnoir. La Chouafa qu'on appelait Tante Kanza monta admirer notre nouvelle acquisition, nous souhaita toutes sortes de prospérités. Ma mère rayonnait de bonheur. Elle devait trouver la vie digne d'être vécue, et le monde peuplé d'êtres d'une infinie bonté. Elle chantonnait, gourmandait avec tendresse un chat efflanqué, étranger à la maison, riait pour un rien. Chez ma mère, de telles joies étaient souvent très proches des larmes. L'occasion ne tarda pas ce jour-là à se présenter. Elle put, comme elle le disait, pas soulager son cœur. Rahma, la femme du fabricant de charrues, qui était sortie ce matin accompagnée de sa fille Zineb, dans l'intention de se rendre au quartier Kalklin pour assister à un baptême, revint tout en pleurs. Elle se mit à se lamenter depuis l'entrée de la maison, à s'administrer des claques sonores sur les joues. Malheur, malheur à moi. Je suis la plus misérable des mères. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Personne ne pourra soulager ma peine. Les questions fusèrent de toutes les fenêtres. Les femmes avaient interrompu leur besogne. Elle alla supplier de les mettre au courant de la nature de cette catastrophe qui l'avait frappée. Ma mère oublia que Rama n'était qu'une pouilleuse, une mendiante d'entre les mendiantes. Tout émue, elle se précipita au premier étage en criant « Ma sœur, ma pauvre sœur, que t'est-il arrivé? Nous pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. » Toutes les femmes entourèrent Rahma, la malheureuse. Elle réussit enfin à les renseigner. Ziouneb avait disparu, perdue dans la foule. En vain, sa mère avait essayé de la retrouver dans les petites rues latérales. Zineb s'était volatilisée, le sol l'avait engloutie, et il n'en restait pas la moindre trace. La nouvelle de cette disparition se propagea instantanément dans le quartier. Des femmes inconnues traversèrent ces calateras pour venir prendre part à la douleur de Rama et l'exhorter à la patience. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment. Chacune des assistantes gémissait, se lamentait, se rappelait les moments particulièrement pénibles de sa vie, s'attendrissait sur son propre sort. Je m'étais mêlé au groupe des pleureuses et j'éclatais en sanglots. Personne ne s'occupait de moi. Je n'aimais pas Zineb, sa disparition me réjouissait plutôt. Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait, et parce que Rahma, qui m'avait fait cadeau d'un beau cabochon de verre, avait du chagrin. Mais la raison profonde peut-être
C'était celle que je donnais à ma mère lorsqu'elle s'arrêta, épuisée. Toutes les femmes s'arrêtèrent, s'essuyèrent le visage, qui avec un mouchoir, qui avec le bas de sa chemise. Je continuais à pousser des cris prolongés. Elles essayèrent moins de me consoler. Ma mère me dit « Arrête !»« Sidi Mohamed, on retrouvera Zineb, arrête. Tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. » Hoquetant, je lui répondis « Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. » Ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna, courroucé. Je déjeunai tout seul et je partis à l'école. L'après-midi se passa pour moi comme les autres après-midi. Je vociférais les versets sacrés, tapais sur ma planchette. Le soir, après avoir récité ma leçon, je repris le chemin de la maison. Je m'attendais à la trouver sans dessus-dessous. Il n'en était rien. Silencieuses, les femmes soufflèrent leur feu, remuèrent leurs ragoûts, écrasèrent dans des mortiers de cuivre leurs épices. Je n'osais pas interroger ma mère sur les aventures de Zineb. Mon père arriva, comme de coutume, après la prière de la Hatcha. Le repas se déroula simplement, mais à l'heure du thé, maman parla des événements de la journée. Elle commença. Cette pauvre Rahma a passé une journée dans les affres de l'angoisse. Nous avons toutes été bouleversées.